Bonjour Marc, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité. Je suis content d'être là. C'est mon premier podcast. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Marc Pomerleau. Je suis professeur de linguistique et traduction ou traductologie à l'Université TELUC, donc l'université à distance du réseau des universités du Québec. Mais je suis aussi traducteur agréé. Je travaille comme traducteur depuis une vingtaine d'années. Et puis, je suis enseignant depuis une dizaine d'années. D'abord moi, j'ai commencé au bas de l'échelle, hein, tu sais, comme moniteur, auxiliaire d'enseignement, ensuite chargé de cours, puis finalement, depuis 2 ans, comme professeur. Tu sais, je m'intéresse aux langues en général, donc au multilinguisme, en particulier aux langues romanes, donc qui découlent du latin, le français, l'italien, etc. Puis évidemment, j'avais commencé par l'espagnol puis le portugais, l'italien. Puis là, après, tu sais, les langues romanes, qu'est-ce qui reste? Après, c'est des langues un peu moins connues, comme le roumain, le catalan, tu sais, le galicien ou le corse, tu sais, des langues plus minoritaires. Euh, puis, à l'époque, je travaillais en tourisme, puis je travaillais beaucoup avec la clientèle hispanophone. J'ai fait ma maîtrise en traduction, puis le module en langue et culture catalane à l'UDM. Ce que j'aimais aussi, c'est qu'il y avait une communauté à Montréal, quoique petite, très active, tu sais, avec un cercle culturel, la médiathèque à l'Université de Montréal, beaucoup d'activités dans des maisons de la culture, des fêtes populaires dans des restaurants, des activités dans des parcs. Tu sais, il y avait des tonnes d'occasions de pratiquer. Quand je cherchais un sujet de recherche pour mon doctorat, je savais que je voulais travailler sur le catalan. Je ne savais pas encore de quelle angle j'allais l'aborder. J'ai pu faire une comparaison avec le Québec, des questions plus politiques, linguistiques, aménagement, ou en tout cas, traduction entre les langues minoritaires. Je réfléchissais à ça. Puis finalement, ça, je parle de début des années, on est à peu près en 2013. À l'époque, il y a toute une controverse, toute une situation politique difficile en Espagne, en Catalogne, en lien avec le statut politique de la Catalogne, puis une grosse montée des dépendantismes, etc. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser, à lire là-dessus. Puis j'avais l'avantage de pouvoir lire ce qui se faisait en catalan, tu sais, sur le sujet. Puis je me suis rendu compte finalement que beaucoup des ouvrages que je consultais, puis des sites web catalans que je consultais là-dessus pour m'informer, avaient des versions traduites. Puis c'était pas nécessairement traduit en espagnol, tu sais, ou juste en espagnol. C'était traduit en espagnol, oui, mais aussi en anglais, en français, en allemand, en italien, en néerlandais. Tu sais, fait que j'ai commencé à prendre note de tout ce que je trouvais pour finalement avoir énormément de matériel, assez pour écrire une thèse sur la traduction politique, plus barre oblique, indépendantiste en Catalogne. En parlant d'histoire, est-ce que tu connais l'histoire du catalan? Je m'attendais à ce que tu me poses comme question, par exemple, tu sais, quand est-ce que c'est apparu le catalan? Parce que c'est le genre de questions que les gens qui s'intéressent aux langues, aux histoires des langues veulent savoir souvent. Puis j'ai toujours un peu de difficulté à répondre à ce genre de questions-là parce qu'en fait, tu sais, les langues évoluent depuis des milliers d'années, depuis une ou peut-être plusieurs sources originales. Et puis, on essaie de mettre des petits points là, sur l'échelle du temps pour dire, bon, à tel endroit, les langues indo-européennes sont divisées en branches celtiques, germaniques, etc. Après ça, bon, mettons, là, si on parle du calame, les langues romanes, en fait, il y a eu le latin, après ça, des autres langues romanes, puis le latin évolué, puis à un moment donné, on dit, bon, à partir de telle date, c'est plus du latin, c'est du français. Mais tu sais, dans le fond, c'est continu, il y a une espèce de grande zone de gris, c'est toute une zone de gris. Et puis, ce qu'on va dire comme date de naissance d'une langue, que ce soit du français ou du catalan ou de l'italien ou même des langues germaniques, ça va être à partir d'un document, en général, qui a été retrouvé, un document, évidemment, écrit. Déjà, l'écrit, c'est pas la même chose que la langue parlée. Donc, il y a déjà d'habitude un écart là, de temps entre les deux. Tu sais, les langues évoluent tout le temps. On ne peut pas savoir s'il y a eu des langues avant qui n'ont pas été écrites. On n'a pas les preuves. Tu sais, souvent, là, ça va être plus des gens qui travaillent
étonnamment, entre guillemets, qui ne travaillent pas du tout les langues, mais ça va être des gens qui vont travailler des questions plus comme la biologie, l'anthropologie, la génétique, qui vont pouvoir donner des réponses parce que on dit que l'être humain a pu commencer à parler à partir du moment où son corps, on va dire, la gorge, son pharynx s'est développé pour être capable de faire des sons complexes, disons, là, plus que juste faire tu sais, comme les animaux là, qui vont japper ou vont aboyer, qui vont meugler, etc. Fait que, mais bon, à partir de quel moment, tu sais, on veut toujours une date, hein, on veut toujours avoir un moment précis puis mettre sur la ligne du temps, le petit point, c'est là que les langues sont apparues. Mais tu sais, à partir de quel moment c'était vraiment une langue élaborée au point de pouvoir véhiculer des idées, donner des ordres, s'expliquer entre nous. Euh, c'est probablement plusieurs siècles, même des millénaires plus tard, que le moment où l'humain commençait à faire des sons puis des petits mots, tu sais, avoir des discours élaborés puis logiques, là. Où habitent les locuteurs de cette langue? Quand on dit catalan, on pense tout de suite Catalogne, mais tu sais, la Catalogne, c'est juste une des régions où on parle catalan. C'est sûr que c'est la principale. C'est là qu'est née, entre guillemets, la langue, ou en tout cas la principale variété. Mais le catalan est parlé dans 4 pays. Puis dans ces pays-là, dans quelques régions, en particulier en Espagne, là, c'est dans plusieurs régions. Mais il n'y a pas juste l'Espagne, il y a en France, dans le sud, donc la région qu'on appelle en général, correspond plus ou moins au Roussillon. Il y a aussi Andorre, on n'oublie pas, on l'oublie des fois, là. Mais Andorre, la langue officielle, c'est le catalan. C'est le seul pays dont la langue officielle est le catalan. Les autres endroits, comme en Espagne, c'est co-officiel dans les communautés où c'est parlé. Donc, au niveau fédéral, là, si on peut parler avec le Canada, le catalan n'est pas officiel, mais au niveau des communautés autonomes, le catalan peut être co-officiel, puis il est dans 3 communautés autonomes d'Espagne. Et puis le 4e pays où on parle le catalan, beaucoup peu de gens le savent, mais c'est en Italie. Plus précisément en Sardaigne, dans une région où il y a eu de la colonisation des pays catalans. Les pays catalans, en tout cas les pays catalans, Catalogne, îles Baléares, etc., Valence, ils sont allés s'installer à l'époque de la couronne d'Aragon, là, qui avait un empire, si tu veux, dans la Méditerranée. Ils sont installés notamment en Sardaigne, puis en Sardaigne, c'est resté parce que c'est pas nécessairement toujours une belle histoire. Là, ils ne laissaient pas rentrer les Sardes dans la ville, il y avait des murs. À l'intérieur de cette petite région là, qui s'appelle l'Alguer ou Alghero en italien ou en français, tu étais pratiquement obligé là, de parler catalan. C'était réservé aux gens qui parlaient catalan, si tu veux. C'est une dizaine de millions de personnes qui parlent catalan. Là. C'est beaucoup plus que plein de langues qui sont officielles dans l'Union européenne. Le catalan n'est pas officiel parce que ils ont jamais. Il faudrait qu'un pays membre de l'Union demande à ce que le catalan rentre comme langue officielle. Puis bon, l'Espagne, il y a quand même une politique que la langue de l'État, c'est l'espagnol ou le castillan. Puis les autres langues, c'est régional. Fait que c'est pas juste qu'une langue soit officielle, que ce soit l'Union européenne ou dans d'autres institutions internationales ou continentales, c'est pas juste une question de nombre de personnes qui parlent la langue, mais aussi une question de volonté politique. Puis c'est de la géopolitique, puis c'est des discussions qui se font en arrière-scène aussi. Depuis assez récemment, il y a aussi des films qui sont doublés, sous-titrés en catalan, alors qu'autrefois, surtout pour ce qui est d'Espagne, les gens n'avaient pas le choix d'aller voir des films doublés en espagnol. Et pourquoi il y a des tensions entre l'Espagne et la Catalogne? Le catalan est toujours en situation de bi- ou trilinguisme, un peu partout où il est parlé, dans le fond. Et que ça met de la pression, évidemment, sur la langue. Tu sais, les tensions, c'est ça, il y a les tensions linguistiques, mais les tensions linguistiques, ça découle toujours de tensions historiques et politiques. Là. En, en Catalogne, puis en Espagne, on pourrait dire même dans la péninsule ibérique, puis le régime franquiste, on a interdit le catalan et les autres langues minoritaires en Espagne d'être utilisées dans les lieux publics, dans l'administration, dans l'enseignement. Pendant une bonne période aussi, on ne pouvait même pas publier dans ces langues-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que le catalan en a beaucoup souffert. Autour de 2010, là, disons, la Catalogne a voulu s'est doté d'un nouveau statut d'autonomie. Et puis, ils se sont votés ça, puis ça a passé au Parlement. Et puis, la Cour suprême espagnole, le tribunal constitutionnel, a coupé, tu sais, comme saccagé, si on veut dire, là, ce document-là, puis ils ont enlevé plein de choses qu'il y avait dedans. Donc, la référence
à la Catalogne en tant que nation, la préséance du catalan sur le castillan en Catalogne. Fait que, tu sais, beaucoup de choses là, qui étaient, que les Catalans voulaient, puis que même beaucoup d'Espagnols étaient, avec lesquels beaucoup d'Espagnols étaient d'accord, ont été sabotés. Tu sais, ça a été coupé par le tribunal espagnol. Puis ben, ça a créé euh, une vague une onde de choc, si tu veux, en Catalogne, puis une énorme montée de l'indépendantisme. Selon toi, est-ce qu'il y a un avenir à cette langue ou ça va être une langue morte? Tu sais, est-ce que le catalan va finir par disparaître? Oui, mais comme toutes les langues d'ailleurs. Tu sais, les langues évoluent, puis les langues finissent par mourir. C'est pour ça qu'on parle de langue vivante puis de langue morte. Mais tu sais, à court terme, le catalan ne va pas disparaître. C'est sûr que la situation n'est pas l'idéal dans le sens où ben, il y a un fort taux de bilinguisme, puis il y a quand même des gens qui n'apprennent pas le catalan, parce que presque vu que tous les catalanophones, ou presque, là, parlent l'espagnol, ben, il n'y a pas nécessairement un intérêt à prime abord pour les gens qui viennent de l'extérieur à apprendre le catalan. Tu sais. C'est une langue que les gens, il faut qu'ils fassent certains efforts de plus pour l'apprendre. C'est pas comme au Québec avec la loi 101, là, qu'on est obligé d'avoir des produits avec les deux langues, comme l'anglais et le français. Mais tu sais, en fait, ils font des lois, là, ils essaient de faire des lois, mais c'est pas souvent respecté. Il y a beaucoup d'activistes à ce point-là au Québec. Là, tu sais, les gens n'hésitent pas à faire des plaintes et à faire valoir leurs droits. Là-bas aussi, les gens vont se plaindre, mais c'est plus difficile de faire valoir les droits. Puis pourquoi, selon toi, la mise en place des panneaux de signalisation routière bilingue français-catalan sur les routes départementales est importante pour les locuteurs? Ah, ça, tu parles du Roussillon, là, dans le sud de la France. Tu parles français, catalan. Ben, c'est parce que ça donne visibilité déjà, tu sais, dans l'espace public à une langue. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, des gens qui ne sont pas dans ces milieux-là, surtout qui habitent en ville, qui ne sont pas originaires de la place, ben, ils vont presque jamais l'entendre parce que les gens, ils vont parler la langue entre eux. Ils savent qui parle catalan. Bon, là, on parle des Catalanophones de la France, là, tu sais. Fait qu'ils vont parler entre eux, puis ils vont aller dans les endroits où ils savent ils peuvent le parler. Fait que les gens qui ne parlent pas la langue, ben, tu sais, ils la voient pas, ils l'entendent pas, fait que ça n'existe pas. Fait que si on a de la signalisation dans cette langue-là, ben, ça donne un espace public à la langue. Puis ça envoie aussi un message. Ça envoie un message important. Cette langue-là existe, cette langue-là est ici, cette langue-là est la langue originale, entre guillemets, là, euh, ou traditionnelle de l'endroit. Fait que, l'affichage, c'est super important. Là. Mais c'est comme quand je suis allée dans une communauté autochtone à Wemantashi. Tu sais, j'avais vu un panneau d'arrêt avec la langue Atikamekw. Euh, Puis, tu sais, on a trouvé ça intéressant parce que nous, on est habitués à arrêt, puis stop. Tu sais, tu t'en rends pas compte là, que ça aussi, il faut que tu le changes. Là. C'est pas tout le monde stop. Là. C'est pour la traduction pour ça aussi. Puis, j'avais pas pensé à ça, moi, de changer les panneaux d'arrêt. Ouais, je ne sais pas s'il y a des traducteurs spécialisés en panneaux, là, mais ouais, ouais, c'est juste ça, l'affichage, là, c'est partout. Là. Fait que, il y a de la traduction partout. Puis, euh, des fois, au Québec, malheureusement, on veut se battre pour notre langue, tout ça, mais des fois, on ne donne pas beaucoup de place aux autres langues aussi. Là. Oh, quand on va dans le quartier chinois, c'est le fun qu'il y a des panneaux en chinois, puis bon, il y en a aussi en coréen, puis en vietnamien. Ben, ça fait partie de l'expérience. Moi, je ne veux pas aller dans un quartier chinois ou la petite Italie où il y a juste du français. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui différencie cette langue des autres langues latines? Donc, il y a beaucoup de choses qui ressemblent au français. Le lexique en particulier. Il y a beaucoup de trucs, de mots qui ressemblent aux mots en français, puis encore plus avec l'occitan, parce que, bon, dans le sud de la France, autrefois, la majorité des gens parlaient occitan, puis c'est très proche du catalan. Mais aussi du français, puis dans une certaine mesure de l'italien. Par exemple, en français, on va dire s'il vous plaît, puis en catalan, on va dire si us plau. Alors qu'en espagnol, en portugais, c'est por favor. En catalan, si on veut dire, par exemple, qu'il fait froid, on dit fa fred. Donc, ça ressemble beaucoup au français québécois en particulier. Tandis qu'au niveau de la grammaire, les conjugaisons des verbes, tout ça, ça ressemble un peu plus à l'espagnol. Donc, tu sais aussi que souvent, on n'a pas besoin d'utiliser les pronoms.
Tandis que, tu sais, vu qu'en français, les terminaisons des verbes sont souvent les mêmes ou semblables, on est obligé de dire je, tu, il, nous, vous, il. Mais c'est comme impératif. Fait qu'on on le change quand même. Puis, est-ce que l'alphabet catalan est différent? C'est sûr qu'il y a des petits signes diacritiques qui ne sont pas les mêmes. Il y a un double L avec un petit point entre les deux L qui ne se prononce pas exactement comme ni comme le, ni comme ya, qui se prononce entre les deux comme dia. C'est un peu, on entend un petit peu le palais, là, si tu veux, là. Puis toi, mettons, tu traduis du français au catalan? Ça va être plus du catalan vers le français. Mais tu sais, si j'ai des gens qui veulent aller étudier en Catalogne, puis là, il faut que je traduise leurs documents d'université vers le catalan, tu sais, je peux le faire, mais je vais probablement demander à une collègue catalane, une catalanophone, de me réviser. Mais tu sais, à l'OTIAC, il y a deux personnes. Hein. Il y a moi, puis une autre personne qui fait du catalan. Fait que c'est sûr que tu sais, j'ai quand même pas mal de demandes, mais que les ressources pour m'aider sont relativement faibles. Tu sais. Mais est-ce que c'est avantageux de connaître ça, d'être un des seuls traducteurs qui fait partie de l'OTIAC? Ben, absolument. Tu sais, il y a des gens, des fois, même au début, je me rappelle, des gens disent ben, tu sais, pourquoi tu veux faire ajouter le catalan dans ta liste de combinaisons évaluées ou autorisées, si tu veux, par le TIAC. Il me disait, il n'y a pas beaucoup de travail. Je dis, ouais, mais il n'y a personne qui en fait. Tu sais. Fait que s'il y a des contrats, ben, à qui tu penses qu'ils vont le donner? À moi. Merci beaucoup encore d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Tu vois que c'est des sujets qui me passionnent. Puis je pourrais en parler pendant des heures. Partout, mais quelqu'un qui veut me suivre, c'est Facebook, le traductologue, ou sinon ma page web tout simplement mpom.com. Puis là, ben, ils peuvent plus suivre, aller voir ce que j'ai publié, quand est-ce que je fais des conférences, etc.